Franck Langevin. Je suis français, j'ai 44 ans. Globalement, j'ai une formation plutôt business au départ, donc j'ai fait une école de commerce en France. J'ai travaillé plutôt dans les nouvelles technologies. En fait, mon ancienne vie était dans les nouvelles technologies, où j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine, dans la cartographie numérique, dans la navigation GPS, dans le fond de choses, sur des postes de marketing produit, on va dire, principalement. J'ai découvert en fait le HCD ou Design Thinking quand j'étais responsable de marketing produit, où j'étais en charge d'un site qui s'appelle mappy.com, qui est un peu un concurrent de Google Maps, à peu près 12 millions d'utilisateurs en France de ce site, et je devais le faire évoluer. Donc imaginez de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs. Et globalement, j'étais toujours amené à devoir copier ce que faisait Google Maps, en moins bien. Et je me disais, mais comment j'arrive à identifier les besoins des personnes? Comment j'arrive à essayer de trouver des nouvelles solutions? Comment j'arrive à être créatif pour pas juste de copier avec 3 ans de retard l'innovation du concurrent, mais comment j'arrive à vraiment répondre aux besoins de mes utilisateurs. Et j'avais pas vraiment de solution claire. Je savais pas comment faire. Dans mes études, on m'a pas expliqué ça. On m'a pas. Donc j'ai cherché des solutions et j'ai découvert le HCD un peu par hasard. Je me suis formé notamment à Stanford. En fait, il y avait un certificat d'entrepreneuriat à Stanford, dans lequel il y avait un module assez complet en design thinking. Donc ça a été mon premier contact avec le design thinking, avec le HCD. Et j'ai eu un coup de cœur total en fait pour cette manière de travailler, très humaine, très centrée sur l'humain. Et je l'ai tout de suite mis en place dans la boîte dans laquelle je travaillais en France. Et depuis, j'ai quitté la France. Je suis en Afrique de l'Ouest depuis plus de 7 ans maintenant. J'ai eu un coup de cœur pour un projet qui est au Burkina Faso. Donc, je suis devenu entrepreneur social au Burkina Faso, dans un projet qui s'appelle Maïa, qui est un projet dans la lutte contre le paludisme. Donc, on développe des nouvelles solutions pour protéger les familles vulnérables au palud. Et à côté de ça, je suis aussi consultant en innovation et consultant en HCD. Voilà. Donc, j'ai un peu 2 casquettes, entrepreneur social et consultant en innovation. Peut-être le plus difficile quand on commence et qu'on veut initier le HCD dans une organisation, c'est est-ce que les personnes en face comprennent de quoi il s'agit. Et c'est important à la fois de leur montrer le potentiel, mais pas non plus de surpromettre. Donc la difficulté, c'est ça. C'est si on dit que c'est absolument magique et on trouve toutes les solutions à tous les problèmes en disant via cette méthodologie-là, via cette approche-là, c'est un peu mentir. Ça a beaucoup de potentiel, mais c'est important de leur dire voilà que c'est un processus collectif. Donc ce qui est important, c'est de bien expliquer en fait aux personnes qui connaissent pas le HCD comment ça fonctionne, toute l'approche, dire que c'est une magnifique manière en fait d'essayer de trouver des solutions créatives à souvent des problèmes qui sont mal définis. Donc d'arriver à bien définir en fait les problèmes et après d'arriver à imaginer toutes les solutions possibles pour arriver à la meilleure solution, la plus désirable, et que c'est pas magique non plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de trouver forcément une solution, une bonne solution, mais il faut pas non plus surpromettre. Ça c'est important en fait. C'est de bien expliquer que c'est une manière de faire qui a été éprouvée, qui fonctionne dans beaucoup de contextes. Après, il faut pas promettre que ça va tout résoudre de façon magique. Ça permet d'avancer ça permet de mieux comprendre les problèmes de façon avec une approche très humaine et d'arriver ensuite à essayer d'imaginer des solutions pertinentes. Voilà. Ce que j'apprécie le plus, c'est l'aspect humain. Je pense que la plupart des gens qui font ce travail-là l'ont choisi parce qu'il y a une dimension humaine très forte. Ça suppose en fait de se connecter aux personnes, de faire des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens empathiques. Donc les entretiens empathiques, c'est des entretiens qualitatifs, donc c'est un entretien sur une thématique dans lequel on va essayer de comprendre les expériences des personnes. On va essayer de creuser en fait ce que les personnes ont vécu pour essayer d'identifier les problèmes que ces personnes ont. Donc c'est des entretiens qui peuvent durer des fois 2 à 3 heures. Ça m'est arrivé de faire des fois des entretiens de 3 heures. Pour vraiment se mettre à la place des personnes et pour vraiment comprendre spécifiquement ce que les gens ont vécu. Ça permet de pouvoir éviter les banalités
Ça permet d'éviter aussi peut-être les idées reçues. Ça permet vraiment de comprendre ce que les gens vivent au quotidien et leurs contraintes, les problèmes qui voilà. Donc et je trouve ça passionnant. Moi, je trouve ça. En fait, je pense qu'on est tous des personnes qui aiment les histoires. Je pense on aime tous, je sais pas, regarder des séries, lire des contes, lire des livres. Et donc, finalement, c'est savoir faire générer des histoires en fait, et savoir demander en fait aux personnes qu'on interviewe leurs histoires et creuser ces histoires-là, et essayer de comprendre en fait ce qui leur est arrivé. Et je trouve ça absolument passionnant de comprendre en fait tous ces bouts de vie en fait que les personnes peuvent qu'on a la chance d'écouter et d'essayer de comprendre. Et l'idée après à la fin, c'est une fois qu'on a ces entretiens avec un certain nombre de personnes, idéalement au minimum 16 généralement, c'est un peu souvent le chiffre qu'on donne, c'est d'arriver après à voir qu'est-ce que les gens ont en commun, les problèmes que les personnes ont en commun, pour après arriver à identifier les principaux problèmes et ensuite essayer de trouver des solutions. Mais j'aime beaucoup moi l'aspect humain et voilà, l'écoute que ça nécessite. J'ai découvert l'Afrique de l'Ouest un peu par hasard. J'ai eu un coup de cœur pour ce projet donc dans la lutte contre le paludisme quand j'étais à San Francisco, et donc j'ai un peu tout arrêté ma vie dans le high-tech pour faire du low-tech maintenant, pour venir en Afrique et travailler sur des solutions low-tech. Donc j'ai découvert l'Afrique de l'Ouest à ce moment-là, et c'est devenu un coup de cœur total. Je pense que le HCD, toutes ces méthodologies, c'est particulièrement utile dans le contexte africain, et peut-être encore plus dans le contexte ouest-africain. On a des problèmes parce que globalement, ce type d'outil est intéressant quand on a des problèmes qui sont mal cadrés, qui sont mal définis, ou dans le cadre de problèmes assez complexes. Et je trouve que l'Afrique de l'Ouest regorge de problèmes complexes, où souvent le facteur humain est important. Donc d'arriver, on arrive souvent avec nos préjugés, d'où l'on vienne, quel que soit l'endroit où on vient, on arrive souvent avec des préjugés sur la manière dont les gens fonctionnent, réfléchissent, agissent, etc. Et je pense que c'est important, en utilisant le HCD, ça permet vraiment de se plonger en fait dans le réel, et de mettre de côté ces préjugés et de vraiment voir, d'observer, d'écouter, pour se faire une idée en fait sur ce que les gens vivent en fait. Et je pense que c'est très utile parce que souvent, on a une mauvaise perception de ce que les gens peuvent vivre et sur ce continent, de la complexité des contextes. Et je pense que les solutions sont aussi arriver à trouver des solutions à des problèmes aussi complexes et difficiles. Et je trouve que moi, j'ai fait du HCD en Europe, en France. En France, on galérait pour trouver des besoins, des problèmes, je veux dire. Donc en fait, on est dans souvent des sociétés où la plupart des problèmes sont servis entre guillemets par des organisations ou des administrations. Alors qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes à gérer. Et je trouve que le HCD est vraiment très pertinent en fait dans le cadre en Afrique subsaharienne, pour mieux comprendre les problèmes et trouver des solutions créatives. Je trouve qu'il faut qu'il y ait un besoin impérieux de former une partie de la jeunesse africaine à savoir créer, à savoir trouver par elle-même des solutions. Donc pas d'attendre que la solution vienne de l'extérieur, mais que ce soit elle-même qui les invente. Et je pense que les jeunes ont besoin d'une approche, le HCD est une approche pour arriver à savoir comprendre un problème et savoir imaginer des solutions. On veut que tous les entrepreneurs africains, tous les jeunes africains soient des entrepreneurs. Je pense que ce type d'approche leur permet de gagner en efficacité. Il y a un peu depuis le début que je suis arrivé au Burkina, c'était de créer une école d'innovation en fait, créer une design school en Afrique de l'Ouest, au Burkina. C'est là où j'ai vécu la plupart du temps en fait en Afrique de l'Ouest. Mais c'était de me dire, j'ai toujours été frustré de voir que dans les pays francophones, je veux dire, le HCD a plus fait des petits, entre guillemets, dans les pays anglophones, moins dans les pays francophones. Ça a un peu tardé, entre guillemets, à arriver. On a eu un retard à l'allumage. Et je suis un peu frustré de voir justement que les jeunes qui doivent être au centre des solutions, les jeunes africains, je veux dire, n'ont pas forcément les bons outils. Et je pense que si on veut que sortir du modèle classique en fait de l'aide au développement, etc., et qui est pour moi
un passé qui doit être un passé révolu. Il faut former les gens en fait, et surtout les jeunes, à savoir identifier des problèmes et trouver des solutions. Et donc moi, mon rêve que j'ai toujours pas réussi vraiment à accomplir, c'est de créer une école, un peu comme une D-School à Stanford. C'est créer une école d'innovation, une école de HCD, de design thinking à Ouaga ou en Afrique de l'Ouest, où les gens s'immergent, qui serait même pas une école forcément physique, serait juste ça peut être déjà amener les gens sur le terrain, parce que le HCD c'est beaucoup de terrain en fait. Donc c'est déjà quand on parle de problèmes de santé, c'est de passer une semaine avec des gens près d'un centre de santé, d'observer, de passer des nuits avec les personnes, de passer des journées et même des nuits en fait avec les personnes concernées pour pouvoir échanger vraiment en profondeur sur ce que les personnes vivent, mais vraiment de créer une école d'innovation vraiment purement africaine pour que les jeunes puissent avoir les bons outils. Moi, j'ai la chance à Ouaga de travailler dans un incubateur qui s'appelle La Fabrique, qui est un incubateur d'entreprise sociale. Donc, je suis entouré par des entrepreneurs sociaux, par des personnes qui ont un peu une petite flamme en eux ou en elles, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, et qui essayent de changer les choses à travers leur entreprise. Donc, en plein de sujets, l'éducation, la santé, l'alimentation, et qui essayent de faire bouger les lignes. Et c'est ce côté humain que j'apprécie le plus. Et d'arriver aussi à s'entraider, d'arriver à se serrer les coudes et en cas de problème de s'entraider. Je pense qu'on a donc j'ai un côté, je suis entouré par des gens assez incroyables. En premier, même mon associé dans mon projet, Gérard Nyandiko, qui est un ingénieur burundais, qui a lancé le projet sur lequel je travaille maintenant, qui est une personne exceptionnelle. Donc, je suis entouré par des êtres fantastiques et des jeunes, peut-être un peu moins jeunes, qui veulent changer en fait en mieux, en positif en fait leur pays ou leur région. Et moi, ça m'inspire beaucoup en fait d'être entouré par ces personnes-là. Donc, je me suis formé à Stanford, donc université américaine, et c'est à travers en fait l'université publie en fait à la fois publie des livres en fait, où les professeurs de cette école publient des livres en fait autour de la créativité, autour du HCD. Certains documents que j'ai même traduits en français, parce que souvent le problème c'est qu'il n'y a pas forcément la documentation en français. Donc moi j'ai fait cette étude-là, ces formations-là il y a 10 ans. Il n'y avait aucune formation en France à l'époque. Donc j'ai dû moi-même faire les traductions pour essayer de faire en sorte d'attirer les gens. J'ai créé une association qui s'appelait Design Thinking France. On a été 3 ou 4 000 participants entre guillemets à cet assaut en France. C'est à l'époque où j'étais encore en France. Et donc voilà, j'avais besoin de créer en fait des supports en tout cas pour pouvoir suivre cette approche. Donc plutôt ça tourne plutôt autour de ce que peut faire la D-School, donc la Design School, la D-School en anglais, donc faut aller sur leur site, regarder un peu ce qu'ils font. Il y a des outils pratiques, il y a des livres, voilà. Il y a notamment Jeremy Utley, qui est un des professeurs de Design Thinking donc Jeremy avec un Y, Utley, U-T-L-E-Y, qui est une des personnes qui a un enthousiasme, une personne qui a une énergie positive incroyable, qui a une vraie passion entre guillemets pour l'humain et pour ce type d'approche, et qui m'a beaucoup motivé entre guillemets à le pratiquer de mon côté. Donc voilà, rester positif, essayer rester dans l'humain et rester dans le positif. Ouais. J'ai fait pas mal de challenges ou de défis HCD. J'en ai fait 9, je crois, en tout. Et j'en ai fait un qui n'était pas un défi rémunéré. En fait, c'était pas en tant que consultant, c'était vraiment un défi un défi personnel que j'ai fait au Burkina Faso. J'avais un peu de temps et je m'intéressais en fait aux solutions, aux kits solaires qui étaient vendus en fait en Afrique de l'Est. Donc il y avait des kits solaires ce qu'on appelle en mode pay as you go, c'est-à-dire que les gens achètent un kit avec un petit panneau solaire, une batterie, des ampoules, tout ça, et ils achètent une partie du kit au moment de l'achat, et après ils payent progressivement en mobile money. En fait, ils payent le reste au fur et à mesure en fait de l'utilisation. Donc il y avait ce modèle-là qui se développait à vitesse grand V en Afrique de l'Est, et ça n'émergeait pas en Afrique de l'Ouest, en tout cas à Burkina, on ne voyait pas beaucoup. Et donc je m'intéressais au sujet, et
Et après, je me suis dit, OK, là, tu as une orientation produit, c'est de voir pourquoi ce type de produit. Je m'intéressais. Mon approche initiale, c'est est-ce que ce genre de produit marcherait en fait au Burkina Faso? Et en fait, je me suis dit que fallait que je reprenne une approche HCD. Déjà, essayer de comprendre quels sont les besoins en termes d'énergie des populations rurales. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je me suis dit, au lieu d'arriver avec une solution, essaie déjà de comprendre le besoin, ça serait bien. On t'a un peu appris ça, donc autant l'utiliser. Donc, je suis parti, j'ai recruté des stagiaires et je suis parti donc en brousse, alors pas très loin, peut-être à 40-50 km de Ouagam, mais déjà on est vraiment dans la ruralité la plus profonde, il n'y a plus de route, il n'y a plus de pistes, on est sur une zone très très rurale. Et l'idée, c'était de mener des entretiens avec des agriculteurs sur leurs besoins en énergie. Et j'ai créé, en fait, comment c'est des entretiens longs, des entretiens empathiques. Donc l'idée, c'est de les faire parler, et c'est de comprendre en fait ce qu'ils vivent, leurs expériences. Et j'ai créé un petit jeu. Alors c'était très simple. En fait, c'était un jeu. C'était des cartes en carton sur lesquelles j'avais mis des symboles de une ampoule, un ventilateur, différents types de matériel dont une famille pourrait avoir besoin. Et j'ai commencé à leur demander, OK, voilà la liste de cartes. Est-ce que vous pouvez me la hiérarchiser en fait? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui l'est moins? Donc, le chef de famille discutait avec sa femme et en fait il classait comme ça les cartons. Donc entre peut-être le frigo, le ventilateur, l'ampoule, voilà qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui était moins important. Donc c'était intéressant déjà. Et après, je leur ai demandé, mais est-ce que les cartons, vous pouvez le placer dans l'espace? On est dans une concession, donc il y a une grande cour, il y avait des cases, etc. Et je leur disais, où est-ce que vous placerez par plan poule? Est-ce que vous l'avez mettez? Parce que typiquement, on est dans l'habitat burkinabé, où c'est des huttes, en fait. Donc, c'est une série on a peut-être 6-7 huttes, cases, pardon, pas huttes, je pense en anglais. Et donc, où est-ce qu'on met la lumière, en fait? Est-ce que c'est dans une case spécifique? Où est-ce qu'on en met ailleurs, etc. Donc, et de façon assez étonnante, ils mettaient l'ampoule au centre de la concession, au centre de la cour en fait. Donc pas à l'intérieur des habitations, mais à l'extérieur. Et en fait, au début, je me dis, ça veut dire qu'il y a peut-être des activités le soir, peut-être les femmes ont des activités le soir, et donc ils ont besoin d'être éclairés pour mener leurs activités. Donc dans ma tête, je commence à imaginer toutes les raisons possibles de fait de placer en fait le carton ampoule en plein milieu de la cour, alors que moi j'aurais mis plutôt à l'intérieur des habitations, parce que je me dis que c'est peut-être plutôt utile à l'intérieur des maisons et pas à l'extérieur. Et donc j'ai creusé, et en fait ce que les personnes m'ont dit, que l'ampoule n'était pas là en fait pour éclairer les membres de la famille, l'ampoule était là pour éclairer le bétail. Et alors j'étais là, éclairer le bétail, ça me paraissait, je comprenais pas pourquoi, et on me disait que dans la zone déjà traditionnellement, on ramène en fait le bétail dans le centre de la concession le soir en fait, donc pour les protéger, donc à l'intérieur de la cour, et que dans la région il y avait beaucoup de vols. Et qu'il fallait que globalement le chef de famille souvent dormait à l'extérieur pour s'assurer qu'il n'y ait pas de voleur, en fait, qu'on ne lui pique pas son bétail, parce que le bétail c'est son capital, et que s'il perd son bétail, il a tout perdu, donc il n'a pas intérêt à perdre son bétail, et que finalement cet exercice-là, c'était vachement intéressant. Je suis parti avec l'idée, mais comment on peut fournir des solutions entre guillemets, énergétiques aux populations rurales? Mais en fait, avec ces entretiens, je me suis rendu compte que je posais la mauvaise question. Comment arriver à fournir l'électricité en fait en milieu rural au Burkina Faso? La première question pour les personnes, c'était comment je peux protéger mon bétail? Et que tant que je ne protège pas mon bétail, je ne vais pas m'intéresser aux solutions solaires. Il faut déjà que je sois sûr que je vais garder en fait mon capital. Donc c'était super intéressant en fait. C'était vraiment pour moi l'incarnation de l'intérêt de cette approche, en disant je fais de l'humain, je fais des entretiens, je m'intéresse à leurs expériences, et quitte à remettre en question ma propre perception du besoin. Et donc après ces entretiens-là, je me suis dit je me pose la mauvaise question. Et on a commencé après à brainstormer sur comment arriver à protéger le bétail des agriculteurs burkinabés, sachant qu'évidemment ils ont très peu de moyens financiers. Donc comment on arrive à protéger en fait dans une concession et même au niveau d'un village le bétail parce que c'est leur premier besoin. Voilà. Donc typiquement c'était pas une activité rémunérée, j'ai fait ça pour moi et j'ai trouvé ça passionnant, et ça m'a bien montré l'intérêt de la méthode. J'ai dit, il y a le jeu de cartes que j'ai créé.
Donc ça, c'est le premier outil que j'ai créé pour l'exercice. Après, le brainstorming, on l'a fait avec des gens, avec des Burkinabés, en fait, des amis burkinabés. Donc là, c'était de l'idéation assez classique, du brainstorming assez classique. Et après, on a imaginé des solutions qu'on a dessinées, parce que certaines demandaient des technologies qu'on n'avait pas sur place ou qu'il aurait fallu importer de Chine, etc. Donc, on allait perdre du temps à attendre de faire des prototypes réels. Donc, on a fait des prototypes papier ou des prototypes en carton ou des dessins. Donc, ça s'appelle des prototypes basse résolution. Pour présenter en fait aux agriculteurs et de voir un peu leur réaction. Donc ça, c'est vraiment un principe du HCD, c'est d'arriver à imaginer incarner les idées, incarner les solutions le plus rapidement possible et le présenter aux personnes concernées pour avoir leur feedback et avec le feedback des intéressés, d'arriver à améliorer l'idée, écarter des idées qui seraient pas pertinentes, ou surtout essayer de nourrir et d'améliorer les idées à force de les présenter en fait aux personnes concernées. Donc voilà, on a fait des prototypes basse résolution qu'on a améliorés. Et après ce projet, je l'ai dû l'arrêter parce que j'ai dû retravailler sur mon autre projet Maya sur le paludisme. Donc voilà, mais c'était un projet absolument passionnant et moi j'adore voilà, le fait de me retrouver en plein milieu de la brousse burkinabé, c'est déjà un tel plaisir de me retrouver dans un endroit si différent de mon quotidien, mon ancien environnement parisien. C'est tellement bon en fait d'être en brousse, donc voilà, c'est mais il y a une quarantaine d'outils en fait en HCD, donc et en plus ces outils on peut les transformer donc en fonction du contexte. Donc d'ailleurs je vous invite, il y a un jeu de cartes qu'a fait l'université de Stanford en fait, la D-School, où il y a avec une carte par outil. Donc je crois qu'il y a une cinquantaine d'outils qu'on peut utiliser dans tout le process, donc de la phase en fait d'empathie à la phase finale entre guillemets de prototypage et de test. Que j'ai fini l'année dernière avec le ministère de la Santé du Burkina Faso. Donc là, l'objectif, c'était de comprendre les besoins des agents de santé à base communautaire. Donc les agents de santé à base communautaire, c'est les référents santé en fait dans les communautés rurales principalement, donc dans les villages. Donc c'est les premières personnes qui sont contactées quand une personne dans une communauté a un problème de santé. C'est eux qui vont sensibiliser, qui vont informer, qui vont éduquer en fait les membres des communautés rurales. Et donc j'ai été missionné par le ministère de la Santé du Burkina Faso pour justement aller sur le terrain, encore une fois retourner en brousse, j'adore ça, aller et discuter avec des agents de santé à base communautaire pour comprendre leurs expériences, dans quelles conditions ils travaillent, comment ils gèrent les intrants, comment ils s'occupent en fait des patients ou en tout cas des personnes du village qui peuvent les contacter et d'arriver à identifier les besoins principaux et après d'imaginer des solutions, sachant que il y avait un prisme particulier, c'est que c'était un projet digital. Il fallait imaginer des solutions digitales pour aider les agents de santé communautaires, sachant que les contraintes sont importantes parce que je pense qu'il n'y a pas plus de contraintes qu'un agent de santé à base communautaire. En fait, trouver des solutions digitales pour des agents de santé communautaires qui se trouvent en brousse, dans lequel il n'y a pas forcément Internet, auprès de gens qui ne sont pas forcément lettrés. Tous les agents de santé ne savent pas forcément lire et écrire. Donc il a fallu à la fois s'immerger pour comprendre les problèmes et après il a fallu trouver des solutions digitales pour des personnes qui ont soit peut-être appris le français mais qui le pratiquent pas qui ne pratiquent pas au quotidien, donc qui n'ont pas une grande aisance en fait dans l'usage du français écrit et oral. Donc voir comment on crée une solution qui répond à leurs besoins et qui soit très visuel, qui passe par l'audio, en langue nationale, aux besoins, etc. Donc on a construit en fait une solution, un prototype digital pour le ministère qui est actuellement en cours de conception et de développement pour aider les agents de santé. Voilà. Donc ce qui était intéressant dans les besoins qu'on a identifiés, c'était que finalement le premier besoin identifié, c'est le besoin de reconnaissance. Et c'était un peu compliqué à faire entendre au ministère de la Santé
Ça leur semblait un peu trop, comment dire, ils ne savaient pas trop quoi faire de cet enseignement. Parce que, moi, ce que j'ai vraiment entendu, c'est que les agents c'était un peu se considéraient un peu comme des médecins, comme des mini-médecins en fait en milieu rural, et qu'ils avaient besoin d'être appréciés. Ils avaient besoin à la fois par le ministère, par les familles. Ils faisaient avant tout ça pour la reconnaissance sociale que ça leur apportait. Et donc, s'ils n'avaient pas ça, ils n'allaient pas continuer leur activité, ils ne pouvaient pas faire leur travail correctement. Donc, il y a une partie de la solution a été de trouver des solutions justement qui permettent de valoriser finalement le travail des agents. Et donc, on a imaginé on s'est un peu inspiré de solutions digitales qui existaient déjà, un peu comme Duolingo, en fait, des solutions d'apprentissage de langue, en fait, où on a des notes, on a des points, etc., pour valoriser en fait tout le travail que les gens peuvent faire. Donc, on a imaginé des solutions pour valoriser leur travail et c'était absolument passionnant en fait. Voilà. Sachant qu'avant de venir au Burkina Faso, je faisais du marketing produit, du product management, donc je concevais des applications, je concevais des sites web, donc j'étais un peu dans ce domaine-là, donc je revenais à mes anciennes amours. L'observation, on a fait d'immersion, on a fait des entretiens empathiques. Après, on a fait des cartes, la cartographie des parties prenantes, on a fait la cartographie d'expériences, on a fait avoir une dizaine d'outils qu'on a utilisés pendant cette mission. Le plus important, ça reste les entretiens empathiques. C'est la base, entre guillemets, pour moi, c'est la base du travail. C'est le temps passé avec les agents et à leur demander racontez-moi la dernière fois que, en fait, c'est un peu une des techniques, c'est de pas demander en général ce qu'ils pensent de quelque chose, mais racontez-moi une expérience, en fait. Racontez-moi que la dernière fois que vous avez géré une situation d'urgence avec un des membres de la communauté dans le village, par exemple. Et là, dit ah bah oui, on m'a appelé à 11h, j'ai dû me déplacer, mais j'avais pas de moto. Donc voilà, là on rentre dans le concret, là on rentre dans ce que vivent les personnes au quotidien, et c'est de ces expériences-là, de ces histoires-là qu'on arrive à identifier les problèmes. Donc pour moi, ça reste l'outil toujours le plus important, les entretiens empathiques, et savoir le faire. Et en fait, les gens sont souvent habitués à faire des entretiens un peu classiques, avec des grands questionnaires, avec des questions fermées, et savoir mener un entretien empathique, ça prend du temps. C'est-à-dire, ça demande de l'expérience, on s'améliore au fur et à mesure. Ça demande d'être connecté, de faire preuve d'écoute active, de vraiment écouter vraiment de façon approfondie, sans avoir ses propres réflexions en même temps, mais vraiment être connecté à la personne. Et quand on apprend, au fur et à mesure qu'on apprend à le faire, ça a de plus en plus d'intérêt. Et je pense que c'est une pratique qui mérite d'être plus réalisée, voilà. On a tendance, dans les études que j'ai pu faire, que j'ai pu voir souvent en fait au Burkina Faso, c'est souvent des enquêtes quantitatives. Donc, on a un long questionnaire avec 150 questions et qui laisse peu de place finalement à vraiment la compréhension des contextes, à la compréhension des expériences. Et je pense que c'est important globalement, ces questionnaires permettent de pouvoir comprendre des choses, mais elles ne permettent pas de questionner, en fait. Elles ne permettent pas vraiment pour moi d'aller en profondeur. Et souvent, en fait, on ignore une partie du champ de la connaissance qu'on ignore, et donc on ne peut pas poser des questions sur des sujets qu'on ignore en fait. Donc pour savoir les bonnes questions à poser, il faut déjà, pour moi, faire de l'immersif, il faut faire de ce type d'entretien pour arriver à comprendre vraiment, à se poser les bonnes questions en fait. Il y a plusieurs étapes en fait dans le HCD. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que les gens vivent et donc l'entretien empathique, c'est l'élément clé pour l'entretien empathique. Alors, comment ça se passe? Généralement, on va identifier ce qu'on appelle des utilisateurs extrêmes, des personnes extrêmes. C'est-à-dire que sur une problématique, des gens qui sont généralement pas totalement dans la majorité, mais plutôt des gens qui ont vécu des choses un peu extrêmes sur cette thématique-là. Et on va généralement, au minimum, prendre 16. Dans le cas, c'est un peu moi le chiffre clé que j'utilise toujours. Et on va, avant de les entretenir, identifier des thématiques de discussion.
Et on va avoir un guide d'entretien, mais le guide d'entretien, c'est pas une série de questions fermées en fait, c'est plus des sujets qu'on veut évoquer avec les personnes. Donc généralement, j'ai peut-être 5 sujets que je veux aborder et qui commencent tous. Et chaque sujet commence toujours par où je vais demander en fait l'expérience des personnes, une histoire en fait, une expérience sur la thématique. Donc racontez-moi la dernière fois que. Et donc je vais les laisser. C'est une bonne manière pour les personnes de raconter des histoires. Donc je vais leur demander de me raconter des histoires. Et moi, ce que je vais faire en fait en tant qu'intervieweur, c'est juste de poser la question pourquoi en fait. C'est-à-dire qu'ils vont me dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et moi je vais dire et pourquoi vous avez fait ça. Ils vont me dire j'ai fait ça parce que ça. Et je vais creuser en fait, généralement juste en posant pourquoi, je vais essayer de creuser en fait leurs expériences et pourquoi ils ont pris telle et telle décision et vraiment comprendre en fait les causes profondes de leurs actions. Donc c'est des entretiens qui peuvent durer 2 à 3 heures, pour vraiment arriver à comprendre les expériences des personnes. Donc voilà, après il y a un gros travail de débriefing parce qu'on a beaucoup d'histoires différentes, donc après on va essayer, on utilise ce qu'on appelle une carte d'empathie, donc on a une carte spécifique, on va essayer de faire sortir tous les éléments marquants des histoires qu'on a entendues et donc de toutes les personnes, et après on va dire ok, on a tout ça et comment on arrive à créer du sens, est-ce qu'on peut clusteriser, est-ce qu'on peut regrouper finalement ce qu'on a entendu, est-ce qu'il y a finalement les gens disent un peu la même chose sur tel sujet ou pas, donc on va essayer d'identifier les problèmes, les plus communs vécus par les personnes qu'on a interviewées. Donc voilà. Donc c'est un gros travail d'écoute. Et après on a un travail de synthèse pour identifier en fait les besoins les plus forts. J'ai présenté 2 projets qui sont diamétralement opposés. D'un côté, c'était un projet personnel, donc j'avais toute la liberté possible pour me dire, ok, je pars en brousse, on prend la voiture, on s'en va, on va dire dans l'instant quoi. Ah, on a un prototype, ok, on peut partir tout de suite. On appelle la personne, est-ce qu'elle est disponible? Oui. Et dans la minute suivante, on part en voiture et on va sur le terrain et on s'encombre pas de contraintes pour aller vite et essayer d'apprendre rapidement. Donc ça, c'est un exemple où on a beaucoup de liberté finalement. Et le projet avec le ministère de la Santé était beaucoup plus contraint. C'est-à-dire qu'on est dans une mission pour une administration publique où si on veut interviewer les agents de santé communautaires, il faut avoir l'autorisation peut-être de l'infirmier chef de poste dans le centre de santé communautaire. Il faut que la direction régionale il faut faire des TDR, des termes de référence pour 2-3 strates administratives qui donnent leur requête. Donc, en fait, il y a une lourdeur entre guillemets qui est intrinsèque au travail administratif qui empêche toute spontanéité que j'aime bien. Moi, quand je travaille en HCD, j'aime bien être libre parce qu'on a quand même beaucoup de flexibilité. En fait, avec le ministère, c'est beaucoup plus contraint. C'est-à-dire que si on veut se déplacer sur le terrain, il y a les équipes du ministère avec soi qui viennent avec nous sur le terrain. Et quand on veut, par exemple, créer de l'intimité avec un agent de santé pour qu'il nous délivre, qu'il parle, entre guillemets, et qu'il nous délivre, en fait, ses expériences, c'est plus compliqué de le faire quand on a des personnes à côté du ministère. Parce que peut-être la personne dit, je vais peut-être être jugé. Est-ce que la personne va véritablement se lâcher, sachant qu'il y a d'autres personnes, sachant que je vais être là, mais ou avec un preneur de notes, mais à côté de ça, il y a d'autres personnes qui sont là aussi. Donc il y a des contraintes. Il y a des contraintes en travaillant pour une administration, mais je pense que c'est dans n'importe quel pays. Il y a une lourdeur, entre guillemets, qui peut-être demande d'être plus organisé aussi. Et en fait, la difficulté qu'on a, c'est que souvent, dans ces missions-là, ils attendent, entre guillemets, une séquence d'actions. Donc, on va dire que voilà, la mission, c'est on va faire ça, 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 ça. On a un chronogramme, on a une série d'actions. Sauf que en HCD, c'est itératif. C'est-à-dire que peut-être qu'on va faire quelque chose et on va avancer, et au moment où on va faire des prototypes, on va réaliser qu'on n'a pas forcément très bien compris le besoin. Il faut qu'on revienne en fait en arrière pour re-questionner le besoin. Donc il y a un côté itératif normalement en fait en HCD qui est impossible à faire dans une mission où, dès le départ, en fait, on a déjà un chronogramme avec une série d'activités où en semaine 22, on fait ça. Mais donc la question, des fois, c'est on se retrouve un peu, quand je me suis senti peut-être un petit peu contraint, et ça peut être, entre guillemets, ça peut même aller
à l'encontre, entre guillemets, d'une bonne gestion de projet. Donc, on va se retrouver obligé d'avancer alors qu'idéalement, il aurait fallu peut-être changer les choses. Donc voilà, c'est important, je pense, quand on travaille pour un client, d'arriver à lui montrer c'est important de faire un calendrier, évidemment, mais aussi de faire comprendre qu'il y a un aspect itératif, que le calendrier peut changer, en fait, et demander de la flexibilité auprès du client en disant, voilà, c'est pas gravé dans le marbre, en fait. Il faut de la flexibilité. Peut-être qu'il faut passer plus de temps à faire de l'empathie, ou peut-être que c'est peut-être plus de temps. On va se rendre compte que c'est plutôt dans les prototypages qu'il faut du temps. Mais en fait, on apprend en faisant. En fait, c'est pas du développement informatique. En fait, on a une question ouverte. On essaie de trouver des solutions à une question un peu ouverte. Donc, on sait pas ce qu'on va découvrir. On sait pas les solutions qu'on va imaginer. En fait, on sait rien avant de commencer. Donc, c'est une page blanche. Donc voilà, faut être ouvert il faut essayer d'avoir un maximum de flexibilité, ou demander à son client un maximum de flexibilité. Je réfléchis à un conseil. Moi, ça tourne surtout autour de l'écoute active, en fait. Donc, d'arriver je pense qu'on n'est pas habitué à vraiment écouter activement les personnes et avoir conscience d'arriver à bloquer ses pensées, ne pas être dans ses pensées, ne pas être à réfléchir sur mais qu'est-ce que je vais lui dire, mais d'écouter sincèrement et avec ce que va dire la personne. Ça, c'est quelque chose qui est pas évident. En fait, généralement, quand on discute avec les gens, on les écoute, mais en même temps, on réfléchit. En fait, donc on est sur ce qu'on va dire. Il faut qu'on trouve un truc de pertinent. Il faut qu'on arrive et d'arriver, je pense, prendre le temps d'apprendre à faire de l'écoute active. Il y a des cours d'ailleurs en ligne là-dessus. Il y a Acumen qui a un cours qui est sorti il y a quelques mois sur l'écoute active, en fait, qui est assez intéressant. Il y a des livres là-dessus sur l'écoute active. Donc je pense qu'il y a arriver à se mettre dans cette position-là de recul, d'écoute et de savoir s'oublier soi-même pour être totalement en fait centré sur la personne, c'est absolument essentiel en HCD. Ça a trait aussi à avoir conscience de nos propres pensées, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être en entretien et en même temps avoir l'esprit qui va commencer un peu à partir dans tous les sens et savoir juste dire, OK, c'est un peu faire de la méditation, en fait, mais c'est dire, genre, OK, j'ai conscience de mes pensées, j'arrive, entre guillemets, à les mettre un peu de côté et pour être vraiment sur l'individu, de pas être dans des préjugés, dans des a priori, tout le monde a des a priori, tout le monde a des préjugés, on est construit comme ça simplifie nos vies, mais dans l'exercice, dans l'exercice en question, il faut justement mettre de côté tout ça pour véritablement se connecter à la personne. Donc pour moi, c'est vraiment de travailler sur l'écoute active qui est clé. Après, il y a la synthèse, après, il y a le prototypage, après, il y a plein de choses dans une démarche. Mais si on n'a pas bien compris le problème, en fait, on va pas trouver une solution. Donc, c'est vraiment l'essentiel. C'est pour moi d'arriver à identifier le besoin de façon la plus précise possible, parce que on aura beau faire une super solution, mais si elle se repose pas sur un besoin vraiment vécu, bon, ça va à l'échec. Donc, le plus important, c'est le besoin. Voilà. Donc, j'ai un nouveau travail avec le ministère de la Santé, qui est assez lié finalement au travail que j'ai fait avec les agents de santé à base communautaire, et qui va devoir m'amener à comprendre les besoins de personnes qui sont en milieu rural, mais certains, sinon pas tous, vont être dans des zones qu'on appelle à défi sécuritaire, donc vraiment des zones dans lesquelles on peut pas aller. Donc il y a une grande partie du Burkina Faso qui malheureusement subit le terrorisme actuellement, à peu près 40% de la superficie du pays qui n'est pas accessible pour un Burkinabé ou pour un Français. Enfin, c'est pas lié à la nationalité. Et pour autant, dans ces zones-là, il y a des gens. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes et la situation sécuritaire renforce ces problèmes-là. Ils peuvent à certains moments ne plus avoir de connexion Internet ou de connexion téléphonique. Il y a évidemment les problèmes de sécurité qui se posent. Et comment on fait finalement pour arriver à comprendre les besoins des personnes tout en ne pouvant pas en fait les rencontrer physiquement, parce que beaucoup d'outils en fait en HCD sont des outils où on va sur place, on va observer,
on va écouter, on va parler, donc ça suppose d'aller sur place. Et donc, comment fait-on en fait pour arriver à avoir une compréhension du contexte de l'environnement, des personnes, des expériences, sachant que en tant qu'expert, coach, consultant, j'en sais rien, on ne peut pas y aller. Donc il y a d'autres outils. Évidemment, l'usage du smartphone, les groupes WhatsApp, on peut imaginer plein de solutions, mais globalement, je suis curieux si des personnes, en effet, ont des propositions ou des idées, en fait, sur comment mener au mieux, en fait, notamment des phases d'empathie ou des phases de prototypage à distance, sachant qu'en plus, les personnes ne sont pas forcément dans des zones très bien connectées. Donc, voilà. Donc, c'est un vrai défi, en fait, et parce que les outils, généralement, ne prennent pas cette dimension en considération.